Salut les internautateurs, salut les internautatrices, bienvenue dans ce petit moment de papotage ludique. Le papotage, vous savez maintenant ce que c'est. On prend ceux qui sont passés à l'officine et puis on se dit que sur un ton un petit peu plus prime-sautier, on discute des choses de l'avenir et du passé. C'est ce que nous allons faire avec l'équipe de Catch Up Games. Salut les gars, salut Clément. Salut. Salut Sébastien. Salut. Bienvenue à tous les deux dans ce petit moment de papotage. Alors Catch Up Games, normalement vous devez les connaître parce que ça fait quoi maintenant 3 ans, 2 ans, 3 ans 2015 Sapiens, notre premier jeu, c'est 2015. 15 Sapiens, mais oui, le voilà, le jeu de Cyril Leroy, le jeu qui reprenait les dominos avec encore une fois cette petite particularité, on va y revenir parce que c'est le cas dans tous vos jeux, une apparente simplicité, là en l'occurrence les dominos et tout, et puis derrière en fait tu fais oh purée, attends, je vais me cramer les neurones parce que finalement il y a quand même une profondeur plus grande que, c'est un petit Sapiens, peu le… c'était ça, ouais. Sapiens particulièrement, mais d'autres aussi, vous allez le voir. 2015, Sapiens, Cyril Leroy. Et puis ensuite, on a enchaîné avec 2016. Sol, ouais, 2016. Sol, 2016. Début 2016. Hop là. Très différent pour le coup. L'idole du dieu soleil. Plus… Très hasardeux et très léger. Plus léger, c'est ce que j'allais dire. Hasardeux, tu construis quand même ton équipe, tu as quand même un moyen de gérer les placements. En tout cas, on s'est rendu compte que ça donnait une impression de hasard plus grande, qui pourrait être contredite par les statistiques, par pas mal de choses, mais on sent bien qu'il y a cette impression, il y a cette impression de non-contrôlé. De hasard. Ouais, d'importance du hasard, que tout se joue au dernier jet de dés. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a pas mal de gens qui trouvent que ça se joue au dernier jet de dés. Nous aussi, on le trouvait d'ailleurs quand on faisait le développement. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui t'amène au dernier jet de dés. C'est exactement ça. Si tu es aux fraises, c'est que si tu joues mal, si tu fais n'importe quoi, si tu es à l'autre bout de l'île, tu vois, tu n'as pas de dernier jet de dés en fait. C'est ça, il est perdu avant même ton dernier jet de dés. Mais ça demande beaucoup plus de parties et de finesse dans l'appréhension du jeu. Seul le jeu de Pierre Buty, c'était 2016. 2016. Et là, je sors la boîte de Freak Shop. Tiens, elle est là. Ah ouais, elle est là. Ok, là voilà la boîte. Freak Shop, petit jeu de cartes Oui. avec un petit marché central où on va aller récupérer, faire de la collection, échanger, essayer d'être plus malin que les autres. On a les trick-track télé bien évidemment. Là, on était fin 2016, novembre, déjà 2017. Novembre 2016. On est jeu donc de Henri bien. Kermarek. Henri Kermarek, tout à fait, qui était venu dans la trick-track télé avec nous. Et puis, mars 2017, ce coup-ci, on y passe. 12 Heroes, alors là vous avez vu. Quels sont les auteurs hop là, t'as vu Matao Uesegi et Takashi Sakaway. Oui, j'étais presque. Et donc du coup, on est sur un plus petit format. Oui. Mais on la même garde taille que Freak Shop. La même taille que Freak Shop, tout à fait. Ce sera la deuxième gamme, on va dire. Et sur ce 12 Heroes des Catch Up Games, on retrouve à nouveau une apparente simplicité, en tout cas des règles faciles à comprendre. Et puis, on l'a vu dans la partie qui est en trick-track télé, disputer, jouer, même au-delà des 30 minutes annoncées, quand on est joueur et qu'on joue avec les règles experts, on peut se faire mal à la tête. C'est assez riche. Ouais. C'est assez riche. 12 Heroes, tout ça, c'était le passé et le présent de Catch Up Games, donc toute jeune boîte. Et je ne voudrais pas rentrer forcément dans le personnel, je vais mettre ça sur le côté, mais du coup, avant, Sébastien, tu étais tout seul et maintenant, Clément t'a rejoint. Enfin, non, vous étiez à deux dès le départ, mais du coup, tu es passé en catch-up à temps complet. C'est ça. Depuis allez, on va dire 1er janvier pour faire simple, j'ai arrêté mon ancien travail. D'accord. Je faisais le travail de Germain, mais ailleurs. D'accord. Sinon tu seras encore là. C'est pas lui qui m'a viré, je veux dire. Quel fumiste ce Germain. En fait, je suis node. Tu ne le savais pas. Non. Bon voilà, je faisais de la vidéo et j'ai arrêté pour me mettre à plein temps sur Catch-Up depuis début janvier. D'accord, donc vous êtes maintenant tous les deux Catch-Up aux commandes. C'est ça. Sur les éditions. Donc du coup, la mars 2017, 12 Heroes. Ouais. C'est l'actualité. Oui. Vous savez déjà qu'il y a de la suite. Oui. D'accord. Oui, il y a une suite qui est très récente. Il y aura d'autres suites sur lesquelles on travaille aussi par ailleurs, mais la suite qui est très récente. Une suite très récente, ça ne veut rien dire. Qui arrive bientôt. Une suite la plus imminente. Merci Sébastien. J'aime bien être votre traducteur. Qui est Paper Tales. Alors la boîte est intrigante. Je veux bien. Alors c'est un travail en progrès, comme on dit. Alors c'est un prototype déjà, et cette couve c'est en cours de réalisation. On est en train d'y réfléchir avec la brillante illustratrice qui est Christine Alcouf. D'accord. Une lyonnaise également.
quand tu dis on travaille, même le format de boîte, ça sera plutôt quoi, un sol, Non, ça sera format rectangulaire, un peu classique de ce qu'on a l'habitude, genre Race for the Galaxy, 51e état. Ah oui, d'accord, ok. Boîte rectangulaire. De format des jeux de cartes à combo un peu gamer. Et ça tombe bien, parce que c'est un jeu de cartes à combo un peu gamer. J'ai un sens de la transition qui est assez peu commun. J'aime beaucoup, Sébastien. On l'a travaillé. J'aime beaucoup. Ah, c'est énormément de travail. Les illustrations que je vois ici, parce que c'est pareil, c'est un jeu qui revient d'un jeu déjà édité. Ouais, c'est ça, mais de plus loin. C'est le même auteur, enfin c'est Masato Uesugi, qui est un des deux auteurs de 12 Heroes. D'accord. Mais sous un jeu qui, à l'origine, s'appelle Vorpals, et qui est un jeu qui est sorti au Japon en 2011 et qui n'est jamais sorti qu'au Japon. D'accord. Dans une auto-édition que Masato il avait fait à compte d'auteur, hein, qui a connu pas mal de succès au Japon, puisqu'il est sorti que là-bas. Ouais. Et en fait, c'est en travaillant sur 12 Heroes, alors on savait que ce jeu existait depuis pas mal de temps. Seb, on avait eu déjà des échos, des bons retours. Ouais, après on savait aussi qu'il était passé chez des éditeurs et voilà. Et quand on a travaillé sur 12 Heroes avec Masato, ça s'est bien passé et on s'est dit, Seb a dit, ah tiens, en fait, il y avait ce petit jeu là, Vorpals. J'aimerais bien des nouvelles de ce jeu en fait. Voilà. Vous en êtes où? C'est ça. J'aime beaucoup les illustrations. Redis, qui est-ce qui les a faites? C'est Christine Alcouf, qui est lyonnaise. C'est le premier jeu. Alors, elle est illustratrice depuis pas mal de temps, mais c'est le premier jeu qu'elle illustre, si je ne m'abuse. Elle le fait sous quelle technique? Fusain, attends, je vais pastel. Non, je pense que c'est du le travail de numérique. Numérique? Ah oui, carrément. Ouais, mais surprenant. Mais effectivement, c'est une fait. recherche d'effets, de retrouver cet effet de papier découpé. Je vous en mets comme ça, hop, un petit peu partout. Donc du coup, vous avez récupéré les droits du jeu, Vorpal. C'est ça, oui. Hein, il y a longtemps, ça prend combien de temps alors du coup quand tu… Là, il est prévu pour quand? Histoire de caler un peu. Alors, ça sera soit Essen de cette année, soit Cannes de l'année prochaine. D'accord, ça pourrait être, on va dire, octobre. Et du coup, c'est un travail de quoi? 1 an et demi, 2 ans, 1 an? La chance qu'on a eue sur ce jeu, c'est que de toute façon, comme il tombe depuis 2011 et que Masato l'a énormément fait jouer, on a très peu en termes de règles et de développement, pas de changement. Et surtout, ce qui est hyper important pour un jeu de cartes à combo, c'est qu'il est, à notre sens, hyper bien équilibré. D'accord. Et alors, sur les premières parties, tu as toujours l'impression qu'il y a une carte qui est un peu craquée, qu'il y a une technique qu'il y a une stratégie qui est plus facile que d'autres. Change de joueur. Seb, il commence à avoir fait énormément de parties dessus et voilà, et on s'est rendu compte que le jeu était vraiment extrêmement bien équilibré, que Masato avait eu le temps de travailler. Et donc du coup, on a tout ce travail-là, on n'a pas eu à le faire, ni vraiment de travail de dev. On s'est posé des questions bien sûr sur certains trucs, on a discuté avec lui, mais on a gagné. Sur ce jeu, il y avait vraiment la plus grosse problématique. Après, le jeu, on l'a immédiatement beaucoup aimé. Ouais. Enfin, on lui trouvait des qualités très modernes. À nouveau, il y a un peu de minimalisme, clairement, qu'on peut ressentir dans certains mécanismes qui poussent à avoir un tableau toujours assez réduit dans le jeu. Mais il y a cette modernité de format sur le fait que c'est condensé sur moins d'une heure de jeu et on joue en simultané. Et, donc on y trouvait des qualités assez importantes à ce niveau-là. Enfin, histoire de pitcher un tout petit peu le jeu, on a en gros 4 cartes parce qu'il y a les 2 de devant qui vont attaquer, mais les 2 de derrière c'est nos unités, des combos avec des effets. Ouais, voilà, c'est pas le truc. Quand Seb dit que c'est ramassé, c'est que ça se joue en 4 tours. Ouais, déjà. Chaque tour fait 6 phases et toutes les phases sont simultanées, donc c'est pour ça que c'est assez rapide. C'est pour ça aussi que tu as des choix cornéliens parce que 4 tours ça passe vite. C'est parce que quand tu vas poser une carte, tu vas pouvoir utiliser ses effets pendant assez peu de temps finalement, parce que si tu la poses tour 3, enfin, tu vois, c'est déjà très rapide. Parce que les cartes vieillissent en fait, il y a des petits marqueurs. Ça c'est le gros système, c'est que tes cartes vont, à chaque tour, elles vont prendre un marqueur, un jeton âge, et une carte et ensuite, alors c'est d'abord dans la dernière phase du tour, c'est que chaque carte qui a un jeton âge comme celle-là meurt et donc est défaussée. Et ensuite, tu remets un jeton H sur chacune des unités. Ce
Ce qui fait qu'une unité dure en moyenne 2 tours. Après, tu as des feintes par rapport aux effets des cartes, etc. C'est-à-dire que voilà, là, tu viens de finir un tour, ton Kraken est mort, et puis ces 3-là vont mourir au tour suivant. D'après. Donc, bon, là, c'est bien, la milicienne, par contre, elle prend +1 dans son bouclier. Pour chaque jeton âge. Oui, donc, Comme c'est un jeu de cartes à combo, tu as aussi pas mal de combos qui reposent sur ce concept d'âge. Et tout le jeu est tendu du fait que toutes les cartes ont un coût qui est indiqué en haut à gauche. Les cartes sont souvent chères, il y a une économie qui est très tendue, une économie en argent, c'est pas au point de la nourriture sur le virus, mais c'est quand même très tendu. Tu n'as pas suffisamment d'emplacement, tu as toujours envie d'avoir des effets, mais les cartes que tu vas avoir à chaque tour, tu ne peux pas les poser, faut les payer. Elles ont un coût en or. Et puis tu as envie de garder les cartes que tu as déjà posées, parce que si tu les as posées, c'est pour une bonne raison souvent. Oui. Et en même temps, tu as des cartes qui vont mourir, il faut penser à renouveler ton jeu. Tout est en permanence très tendu, et c'est beaucoup de choix cornéliens en fait autour de ce principe des combos. Et puis se rajoute ensuite, hop, je fais un petit zoom dessus. Les bâtiments. Les bâtiments, donc le deuxième niveau, on va dire, du jeu. Chaque joueur a 4 bâtiments qui sont tous les mêmes, qu'il peut construire durant la partie et qui vont te pousser dans des stratégies. Par exemple, la mine, elle va te pousser à avoir un niveau 2 en plus. Alors, chaque bâtiment a 2 niveaux. Ouais. Que tu payes, qui souvent le deuxième niveau, c'est pour marquer des points de victoire. Enfin, c'est plus efficace. Et voilà, tu vas essayer de monter tes stratégies avec tes bâtiments. D'accord. C'est souvent inutile de faire les 4 bâtiments au niveau 2. D'accord. La taverne, la ville, la mine et le temple pour les 4 bâtiments qu'il y a possibilité de construire, mais comme tu l'as dit, avec 2 niveaux à chaque fois et pas forcément toujours la possibilité de tout faire. Et du coup, c'est de là que découle toute la tension, c'est qu'en fait, tes unités pour lesquelles tu as peu d'emplacement, elles sont censées, il faut qu'elles t'apportent le gros de ce que tu veux avoir, le plus gros, puisqu'il y a les bâtiments, mais c'est un apport un peu marginal sur les ressources, sur la force ou des choses comme ça. Mais du coup, tu veux que tes unités, elles t'apportent à la fois qu'elles te permettent de bien figurer dans les guerres, qu'à la fois elles te donnent des ressources pour pouvoir continuer à progresser dans ta stratégie en construisant des bâtiments ou en améliorant tes bâtiments. Qu'elle te donne plus de revenus pour bien recruter pour les tours suivants. Voilà. Il faut gérer un petit peu tout en fait. Et tout ça, ça se concentre autour d'une phase centrale qui intervient au début du tour de draft en fait, où on va sélectionner toutes les unités qu'on va pouvoir vouloir déployer par la suite. Ce tour-là. On va les passer. Et tout ça pour marquer des points. Ouais, c'est le genre de jeu où tu n'as jamais assez d'argent, tu n'as jamais drafté la bonne carte, tu n'as jamais assez de place, il te manque toujours la ressource pour passer ce bâtiment au niveau 2 directement. C'est beaucoup de frustration autour des combos. Autour de ces combos Paper, Tales, Vorpal anciennement, c'est ça, changement prévu pour 2017, fin 2017, début 2018, en fonction de la façon dont les choses avanceront. En fait, on travaille beaucoup sur l'ergonomie, on le fait tourner sur les salons. On a commencé à le faire tourner à Cannes, on l'aura ce week-end à Épinal, il sera à Ludinor. Et on essaie de recueillir un maximum de retours sur l'ergonomie parce que comme c'est un jeu de cartes à combo, c'est important. D'accord. Et c'est ça qu'on travaille actuellement. Donc, ok. Ça, c'est le prochain. Il n'y en a pas d'autres qui risquent de se glisser dans l'entre-deux? Non. D'accord. Non, on veut vraiment prendre le temps sur ce projet en lequel on croit pas mal. Oui. Contrairement aux autres. Non. Je ne pense pas que Sébastien voulait dire ça. Non, je pense pas non plus. Non, c'est plus dans le sens où on constate que c'est devenu, enfin il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent. C'est devenu difficile d'avoir de la visibilité sur des jeux au moment où ils sortent. Ouais. Et que au final, si on veut pouvoir avoir un peu de visibilité sur les jeux, il faut peut-être travailler un peu plus, être capable de travailler un peu plus en amont que ce qu'on a été capable de faire jusqu'ici, parce qu'on était toujours un petit peu dans un rythme où on avait des projets, on a envie aussi que ça sorte. Bien sûr. Donc le timing et le travail en amont devient important. Donc vous n'avez pas hésité à mettre entre guillemets, c'est pas vraiment un coup de frein, mais en disant non, on prendra le temps qu'il faut pour travailler le jeu. Et puis ça nous permet de travailler aussi les jeux qui arriveront derrière, on a déjà d'autres jeux sur lesquels on bosse. Ça nous permet aussi de travailler sur ces jeux-là tranquillement. D'accord. Et ils pourront avoir le même suivi ensuite qu'il y a sur celui-là. Vous avez fait du jeu édité, signé avec un auteur, le prototype développé. Vous avez fait du jeu retravaillé parce qu'il y avait déjà eu une première il y avait déjà eu une première édition. Vous le prenez, il y a déjà eu un travail dessus. Là, 12 Heroes et puis Vorpal avec, c'est lequel? C'est Takashi ou Masato? Masato. C'est Masato avec Masato Uesugi. Est-ce que les suivants, c'est le retour à Sapiens Seul, des jeux édités avec un auteur que vous développez en partenariat avec lui? D'accord.
D'accord. Là, c'est vraiment des opportunités après, oui, les fonction des rencontres d'un jeu. Après, on évalue le projet à tous les deux, indépendamment à chaque fois. Ouais. Enfin, voilà, mais est-ce que ça a suffisamment d'intérêt pour nous et en même temps, est-ce qu'on a envie de porter ce projet suffisamment pour le public, pour avoir envie de le faire? Qu'est-ce que je veux dire? J'avais posé une question sur justement la façon dont l'édition a évolué, même en 2 ou 3 ans. Ça veut dire que, alors, bon, tu as rejoint l'équipe à temps complet, c'est peut-être plus facile aussi, mais tu le disais aussi tout à l'heure, Sébastien, cette fenêtre qui se réduit de plus en plus, est-ce que c'est pas, alors j'allais dire difficile, mais est-ce que c'est pas des fois un petit peu même alors, décourageant? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais tu sais, tu fais 6 mois de développement sur un jeu, tu as 3 semaines pour essayer de faire en sorte que ça parte bien, parce que sinon après ça part presque plus du tout, à quelques exceptions près, et tu te dis waouh, la vache, des fois on mise beaucoup sur peu. Surtout nous qui avons décidé d'éditer peu de jeux par an. Tu vois, on va essayer d'en faire 2, 3 par an, pas plus parce qu'on a besoin de temps pour les développer, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, développer les jeux, même si sur Papertel c'est pas quelque chose qu'on fait. Et donc du coup effectivement quand tu passes beaucoup de temps sur un jeu et qu'il a peu de durée de vie, c'est frustrant. Mais c'est pour ça en fait qu'on décide de prendre plus de temps avec Papertel, c'est qu'aussi on est une toute petite maison d'édition qui existe depuis pas longtemps, on n'est pas connu, même si ça va être notre 5e jeu, enfin même si Twelve là c'est le 4e, ok c'est le 4e, mais on n'est quand même pas connu, et donc du coup il faut qu'on prenne le temps de rencontrer les gens, d'aller à leur rencontre sur les salons, qu'on fait depuis longtemps, mais voilà, qu'on essaye de plus faire sur travailler aussi ça, d'accord. Parce que c'est important. Aussi pour les boutiques finalement, enfin, je pense qu'elles ont vraiment le problème actuellement, enfin, quand on discute avec des gens de boutiques, le problème d'avoir la connaissance du jeu, un tel afflux de nouveautés qu'elles ne sont plus dans la situation où elles sont en capacité de connaître tous les jeux qui rentrent dans leur boutique et humainement, voilà, j'imagine bien que si tu connais pas le jeu, voilà, tu as moins facilité à en parler. C'est pas facile de vendre un jeu auquel tu n'as pas eu l'occasion de jouer ou qu'on n'a pas pu te présenter. Ou, voilà, donc je pense qu'il y a une tension qui s'est renforcée là-dessus sur cet enjeu pour les boutiques pour les et de fait pour les jeux qui sont placés en boutique. Dernière petite question, mais je vous laisserai bien sûr le mot de la fin. Où sont ces macarons ? Non, et pourquoi pas les financements participatifs ? Parce que c'est pas notre. C'est pas votre ADN. C'est pas que c'est pas notre ADN. C'est un questionnement. Hein. On voit bien, ne serait-ce que sur Trick Track, comment ça a évolué sur les 2-3 dernières années. C'est un truc qu'on regarde, on se pose des questions dessus. Nous, il a fallu qu'on apprenne énormément déjà en 2 ans et demi pour éditer des jeux. Et on a regardé Kickstarter et on a l'impression que c'est aussi beaucoup de choses nouvelles à savoir, à connaître. Ouais. On a progressé sur les jeux de société déjà, sur l'édition de jeux de société en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais, puisqu'on s'est déjà interrogé, mais ça veut dire qu'il faut apprendre d'autres choses, il faut apprendre à gérer une campagne, il faut monter un pledge manager. La communication, les stretch goals, les early bird. Et encore, on se rend compte avec des projets comme le dernier Rising Sun, là, qu'un projet peut exister sans early bird, sans pledge, sans stretch goal, ou Kingdom Death Monster & Co. Ouais, après, c'est donc oui, c'est cool mini or not malgré tout. Et puis il y a des petites histoires, et ces petites histoires parfois font la légende et donnent à croire qu'il peut toujours y avoir ces petites histoires. Non, ça reste des petites histoires, la majorité ne se passe pas forcément comme ça. Après, il y a aussi beaucoup parce que quand je m'y suis intéressé de près, il y a aussi beaucoup de petits éditeurs qui font des trucs qui font pas des scores incroyables comme peut faire un Cool Mini or Not, tout ça, mais en fait qui font des scores qui sont tout à fait hallucinants pour des petits jeux. C'est vrai que là où la question se pose à notre échelle, c'est la capacité d'un petit éditeur aujourd'hui à vivre dans un circuit traditionnel qui est censé reposer sur la capacité à diffuser du volume. Oui. Mais un certain volume parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, parce que ce qui est logique et tous ont leur légitimité dans ce système, mais on a l'impression que, pour quel type d'éditeur c'est possible aujourd'hui de faire suffisamment de volume, c'est une question qui peut se poser et qui typiquement pouvait se poser dans le débat intéressant que vous aviez fait sur Kickstarter, de dire
nous, quand on écoute ce débat, on dit aussi, ben voilà, typiquement, nous, notre problématique à une très petite échelle, c'est comment tu fais pour exister suffisamment pour ne serait-ce que pour continuer d'exister en plus. Pour assurer ta pérennité dans ce modèle traditionnel. Ce qui n'est pas rien. Il y a des questions qui sont posées sur le chat. Est-ce que du coup, ça veut dire alors avant on parlait, il faut avoir un jeu locomotive. Très souvent, c'est ce qu'on disait. À partir du moment où ça y est, un jeu locomotive s'est installé, on peut respirer, on peut se permettre d'être un petit peu plus risqué sur d'autres projets parce que il y a une sécurité. Et là, la question est, est-ce qu'il faut du coup même pas forcément sur un jeu locomotive parce que ça veut dire qu'il faut le trouver. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, la fenêtre étant réduite, c'est pas toujours évident de faire exister même un jeu auquel on croit. Et là, du coup, la question c'est, faut-il du coup un auteur phare pour que le jeune éditeur du coup existe en disant, bon je vais aller chercher un auteur dont on parle, c'est lui qui va faire que la lumière va venir et donc du coup on va se mettre à exister avant. Mais c'est même pas tant le jeu que l'auteur. Je pense pas, tu vois, parce que un jeu c'est un ensemble, c'est un auteur, mais c'est pas parce que n'importe quel éditeur va prendre tel jeu de tel auteur que ça va marcher de la même façon. C'est-à-dire que nous, prenons l'exemple d'un auteur pas connu, Catala, avec un jeu qui n'a pas trop marché comme Five Tribes, tu vois, que moi j'adore. Comme jeu, tu vois. Penchez-vous-y, le jeu est pas mal pourtant. On aurait dû en parler un peu plus. Passer sous les radars. Mais tu vois, un jeu comme Five Tribes, il faudrait qu'on soit sacrément prétentieux de dire qu'on aurait eu exactement les mêmes résultats si Bruno Catala était venu nous présenter qu'on l'avait édité. Oui, d'accord. Tu vois, enfin, c'est pas juste. Oui, pourtant, le jeu est hyper bien. Et d'ailleurs, il l'expliquait bien dans sa démarche. Sur l'édition de Five Tribes, c'est intéressant et c'est complètement logique et rationnel du point de vue d'un auteur à un moment donné. Mais oui, donc c'est pas aussi simple, c'est pas une recette aussi simple que si j'ai mon bon auteur ou si j'ai le bon jeu. Non, tu peux avoir tous les indices sont au vert, il n'empêche que si c'est pas le bon moment. Il y a des facteurs qui sont non maîtrisables, qui sont extérieurs aussi à la qualité intrinsèque d'un jeu et à son succès ensuite. Ah oui. Il y a des trucs qui sont moins visibles sur lesquels moi je pense qu'il faut qu'on se... Enfin, c'est pas pour être prétentieux, ça fait que 4 jeux qu'on a fait, mais sur des trucs qui sont invisibles au public, mais c'est hyper important d'exister à l'étranger en fait. Parce que comme tu sais que tous les marchés sont petits et que même si le marché français est important, il est quand même petit en termes de volume, surtout pour des petits éditeurs comme nous. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas exister juste en France. Donc il faut exister à l'étranger. Et tu vois, ça me paraît être quelque chose qui est au moins aussi important que d'avoir des auteurs qui sont connus. Voilà, pour la raison qu'un auteur connu, voilà, ça se trouve, nous on les dit très mal et on ne le mettrait pas suffisamment en avant. Ça marche. Voilà. C'était le petit papotage, à moins qu'il y ait encore... Non. Non, c'est cool. Non, Seb? Non, j'ai plus de rancœur. T'as plus de rancœur contre moi, ça y est. Non, alors, ne spoilez rien, ça ne veut rien dire. Vous ne savez pas de quoi nous parlons. Bref, ce ne sont pas les parties de Trick Track Télé que vous cherchez. Sapiens, Sol, Freak Shop, 12 Heroes, bientôt Paper Tales, ce sont les jeux de Catch-up Game. Clément, Sébastien, merci à tous les deux. Merci à toi. De nous avoir livré cette partie de votre histoire. On se retrouvera dans d'autres émissions avec d'autres papotages, avec d'autres jeux. L'univers ludique est sans cesse à explorer. J'espère que vous aurez pris plaisir à être avec nous, à découvrir ce territoire. Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Et puis prenez toujours autant de plaisir à vivre et à jouer. Amusez-vous bien. Ciao.